Le 7 août 2025, à 6h20, les radars russes S-400 en Crimée ont détecté 9 points distincts. Les missiles Storm Shadow lancés par l'Ukraine avaient déjà verrouillé les S-400 russes et leur couche inférieure. Les S-400 ont réussi à détruire 8 des Storm Shadow et à se protéger eux-mêmes. Du moins, c'est ce que pensaient les commandants russes. Mais un des missiles Storm Shadow a réussi à détruire l'un des complexes radars russes Podloka 1. Le Podloka 1 est conçu pour intercepter les drones volants bas et les missiles de croisière. La bombe de 450 kg a neutralisé l'une des défenses intermédiaires basses du réseau radar russe en Crimée. Cela allait tout changer en un instant. L'attaque des Storm Shadow a créé une ouverture pour l'unité ukrainienne Phantom UAV. Les cibles principales étaient le navire rapide BK-16 et 3 nœuds radars, à savoir Nebo SVU, Podloka 1, 96 L6, ainsi que l'installation à coupole de Haï-Petri. Nebo fournit une surveillance à longue portée. Podlo détecte les cibles volant bas. 96 L6 fournit des données 3D au S3 Sense et S4 Sense. Ces trois systèmes forment les yeux du système de défense en couche russe. Mais en quelques minutes, le réseau de défense aérienne renforcé par les S-400 en Crimée serait détruit. L'Ukraine avait accepté de sacrifier 8 missiles Storm Shadow précieux pour ses cibles. Mais dans l'unité Phantom, une seule défaillance du rail, une seule déviation, pouvait compromettre toute l'opération. Ils devaient réussir ou échouer. De plus, ils étaient en mer, sous le radar, et contre la montre. Phantom avait préparé une configuration de navire-mer modifiée pour transporter des vedettes sans pilote infiltrant la mer Noire et des drones de bombardement FPV. Les ouvertures des bateaux étaient en composite et utilisaient une propulsion électrique, réduisant ainsi leur signature thermique et acoustique. Les UAV pouvaient transporter des ogives de 5 à 10 kg et approcher à basse altitude via des fenêtres courtes après un lancement par rail à froid. La phase de préparation opérationnelle ne se limitait pas à la sélection des cibles et à la planification des trajectoires. L'équipe Phantom a passé les jours précédant l'attaque à analyser les angles morts des routes, les échos côtiers et les rythmes de patrouille des déploiements pensiers le long de la côte sud de Crimée. Le missile pensier S-157-6 pouvait engager des cibles à environ 20 km, tandis que ses canons jumelés de 30 mm interceptaient les cibles à courte portée. Ainsi, les fenêtres de passage des bateaux ont été planifiées au niveau de la seconde. Les systèmes de rail, les unités de propulsion silencieuses et les crochets de sécurité des bateaux de surface sans pilote attachés aux UAV bombardiers ont été réexaminés. L'équipe a distribué le nombre de charges par bateau selon les cibles, un bateau pour les mâts radars, un autre pour 2 ogives lourdes pour les cibles maritimes, et le troisième pour un mélange massif adapté au dôme. Chaque aéronef avait ses coordonnées de zone de largage intégrées dans le plan de navigation autonome du bateau. Un paramètre de sortie différé a été défini selon le rôle de la coque mesuré par les capteurs. La discipline en matière de communication était l'une des exigences les plus strictes. Des paquets courts et des antennes directionnelles ont été utilisés pour contrer le brouillage GPS. La charge de données a été maintenue faible. Marge d'erreur 0. Le plan Phantom incluait également 2 mesures d'atténuation, des émetteurs de fausses cibles pour distraire les radars le long de la côte et une signature thermique éphémère vers l'horizon. Les émetteurs de fausses cibles étaient de simples réflecteurs et sources de chaleur, apparaissant comme de grandes cibles vides sur le radar. Aucun de ces éléments seuls n'était suffisant pour paralyser la défense. L'objectif était de diviser l'attention des défenseurs et de réduire le temps de décision. Les ingénieurs de trajectoire ont conçu un motif en zigzag suivant les courbes de la côte. Les bateaux devaient naviguer à une hauteur et une vitesse les maintenant partiellement dans le désordre radar de surface. Une fois tout en place, l'attaque a commencé. Les bateaux de surface ont quitté la côte et sont entrés silencieusement au premier point de virage. Les enregistrements montraient que leur profil bas combiné au reflet de la mer rendait la détection visuelle difficile, produisant un éclat fragmenté plutôt qu'une silhouette claire. Lorsque chaque bateau a atteint la ligne de lancement, les verrous des rails se sont ouverts et les UAV bombardiers ont décollé un par un. Lors de l'engagement initial, certains drones ont ciblé un navire russe de type Projet 02510 BK-16 encore à proximité de la côte. Ce navire rapide transportait du personnel, permettant un déploiement rapide et surprenant pour des opérations spéciales. Il pouvait embarquer environ 19 personnes et atteindre plus de 40 nœuds, idéal pour des missions de transport rapide. L'ouverture opérationnelle créée par l'attaque était donc plus précieuse que le coût unitaire. Un flash a été observé sur le navire au moment de l'impact. Les images Phantom ont montré l'impact, mais pas l'état final après l'explosion. Les Ukrainiens estiment les dégâts à environ 6 millions de dollars, le navire ayant été détruit par l'UAV. Parallèlement, les deuxième et troisième vagues de drones ont été divisées entre 3 nœuds radars côtiers. Nebo SVU ajoute des cibles à haute altitude et éloignées, avantageuses contre les avions furtifs. Podloka 1 détecte drones et missiles volants bas. 96 L6 fournit des données 3D pour S3 Sense ou S4 Sense et sert de radar d'acquisition pour S4 Sense, préparant les cibles pour le radar de contrôle de tir 92 N6. Ces 3 systèmes se complètent pour donner une image claire à la défense.
Les images UAV montrent les drones descendant sur des mâts et antennes, produisant étincelles et fumées éphémères après l'impact. Les Russes ont annoncé 18 UAV abattus entre 6h20 et 10h35. Mais l'Ukraine a engagé 41 drones. Le point critique fut le dôme de l'installation AIT, situé à 1200 mètres d'altitude. La destruction du dôme, protégeant les antennes, constituait l'épine dorsale de l'opération ukrainienne. Les ogives ont été conçues pour perturber l'intégrité des panneaux et créer chaleur et éclat à l'intérieur, affectant les câbles et modules sensibles. L'impact a produit fumée, changement de couleur et marque sur le panneau. Selon les Ukrainiens, le radar sous le dôme surveillait le corridor de la mer Noire. L'interruption temporaire a créé un vide dans l'image principale aérienne sud, provoquant modification de trajectoire et consommation supplémentaire de carburant. Les batteries Pensier ont tiré intensément, mais les missiles 57-6 ont des marges d'erreur sur de petites cibles, tandis que le tir de canon reste efficace à courte portée. Des images montrent aussi un Su-30SM russe détruisant un UAV ukrainien en vol. Cette frappe a probablement été réalisée à l'aide d'un canon de 30 mm ou d'un missile à courte portée guidé par infrarouge. Cela montre que le système de défense a répondu depuis les airs et a pu détecter des cibles dans une fenêtre d'altitude spécifique. Cependant, les patrouilles aériennes sont les plus efficaces lorsque le réseau radar est solide. Lorsque les données provenant du sol sont faibles, la charge de travail des pilotes augmente, les patrouilles deviennent plus prudentes et les coûts opérationnels grimpent rapidement. Ce jour-là, la situation montrait une rupture dans l'ensemble de la chaîne de défense, malgré des succès isolés. Les Fantons n'ont jamais abandonné leur objectif, maintenir les coûts en munitions bas tout en conservant une efficacité maximale. Les bateaux de surface ont servi de plateforme porteuse, tandis que les UAV bombardiers ont assuré le rôle principal de frappe. Cette approche oblige la défense à dépenser rapidement des munitions coûteuses. Les plateformes petites, discrètes, à faible altitude et courte portée mettent la défense en difficulté dans le ratio balle-cible. Du côté de la défense, les calculs portent sur la chauffe des canons et les stocks de munitions des systèmes à courte portée, tandis que les patrouilles aériennes doivent gérer le carburant et le temps de sortie. L'impact de la vague d'attaque ne se mesure donc pas seulement au nombre de navires touchés ou de radars endommagés, mais aussi à la capacité opérationnelle globale de la défense sur toute la journée. Les équipes de réparation se relaient le long de la côte. Les lignes électriques et de fibres sont reconnectées et les dispositifs embarqués sont retirés pour inspection. Pendant cette période, le temps de disponibilité des radars diminue. L'écart se creuse, les patrouilles aériennes embarquent plus de carburant, les itinéraires sont raccourcis et la fenêtre de réaction se réduit. Cette chaîne d'événements produit une journée coûteuse et épuisante pour la défense. L'opération ukrainienne a relié ces éléments de manière incroyable. Le naufrage du BK-16 a constitué un point de rupture symbolique pour les opérations côtières. Ce type de bateau est un outil critique pour les petites équipes afin de se déplacer rapidement le long de la côte. Le toucher au quai envoie un message clair, la ligne n'est pas intouchable. La suppression simultanée du trio radar coupe l'écran principal de la défense. Même si cette interruption ne dure que quelques minutes, l'impact opérationnel est énorme. Les dommages à l'installation à coupole montrent la différence entre se cacher et protéger. Ils réduisent la visibilité, mais ne préviennent pas une frappe si la chaîne de reconnaissance et d'approche est bien établie. Tout cela démontre que l'idée d'un arrière-pays sûr dans le sud de la Crimée est désormais illusoire. L'Ukraine montre que la désarticulation de la péninsule temporairement occupée se poursuit pas à pas. Du côté russe, on a indiqué que de nombreux UAV avaient été abattus ce matin-là, mais aucun détail n'a été communiqué au public. Cette ligne de communication est attendue. Dans les jours suivants, l'intensité des réparations, les modifications de panneaux de coupole, le retrait et le remplacement des antennes radar, ainsi que les changements dans le rythme des patrouilles donneront une image plus précise. La phase préparatoire a été le facteur clé rendant ce résultat possible. L'équipe Fantôme a résumé le rythme quotidien des cibles en notes concises. Ils ont accepté que les cibles n'étaient pas des systèmes mobiles, mais des systèmes avec des habitudes. Une fois ces habitudes identifiées, même les coupoles les plus coûteuses pouvaient être frappées au moment faible. La répartition des charges a été ajustée pour chaque bateau selon la portée et la configuration des vagues. Les mesures de vibration ont déterminé le délai de verrouillage des rails de lancement. Le roulis au lancement a été intégré dans le logiciel de stabilisation du UAV pour la première seconde. Les vibrations basse fréquence des moteurs des bateaux ont été maintenues dans une bande laissant une signature plus claire sur les sonars côtiers. Ce petit détail retardait la détection à courte portée de quelques millisecondes. La discipline d'émission a compressé l'intensité de l'uplink jusqu'à la phase finale. Le flux vidéo n'a été activé qu'à la phase terminale, laissant aucune trace fixe que le radar ou les systèmes de guerre électronique pouvaient détecter. Toutes ces préparations montrent qu'une attaque apparemment rapide et peu coûteuse est en réalité possible grâce à la patience et à des ajustements mineurs. Le côté défense a essayé de réduire la visibilité en construisant des coupoles ou en plaçant des antennes dans des armoires portables. Mais chaque mesure d'invisibilité augmente la charge sur la maintenance et le temps de disponibilité. Chaque mouvement,
Ouverture ou fermeture consomment des ressources humaines et la durée de vie du matériel. Cela fait grimper la courbe des coûts de défense à long terme. Les attaquants, en revanche, maintiennent la pression avec des plateformes peu coûteuses. Tant que le rythme reste intact, la probabilité d'effondrement de la défense augmente. Cette attaque sur la pointe sud de la Crimée est un exemple de méthode visant le maillon faible du mur et frappant simultanément une faille. Le trou grandit. Les cibles n'ont pas été choisies individuellement, mais regroupées de manière à créer un vide lors de l'attaque. Le résultat est un couloir temporaire. Le trafic aérien se raréfie, les opérations côtières ralentissent et les schémas de patrouille se congestionnent. Ce qui est visible concernant les contre-mesures russes est aussi significatif. Les images montrant au moins un Su-30SM abattant un UAV confirment que la défense aérienne est opérationnelle. Les tirs intenses des batteries Pensier montrent que la défense rapprochée n'est pas inactive. Mais tout cela est beaucoup plus efficace les jours où le réseau radar est solide. Lorsqu'il est faible, pilotes et commandants dépensent plus de munitions et perdent confiance. Cette incertitude augmente le coût global de la défense. Le jour de l'attaque a produit exactement l'effet recherché, une journée coûteuse et épuisante. Nombreuses munitions tirées, interruptions brèves, réparations et modifications des patrouilles. 3 messages clairs se dégagent de cette opération. L'utilisation des bateaux de surface comme porte-UAV réduit la fenêtre de réaction de la défense côtière. Et la suppression simultanée des nœuds radars est plus économique que de tirer des missiles antiaériens coûteux un par un. Les coupoles ne rendent pas les cibles invisibles. Un plan de reconnaissance et d'approche bien établi fait retomber le délai sur la coupole, pas sur la sécurité. L'équipe Fantôme a ainsi réussi à inverser le rapport coût-efficacité en faveur de l'attaque. L'Ukraine a mis en avant les cibles touchées, tandis que la Russie a insisté sur le nombre d'UAV abattus. L'écart entre les deux narrations sera comblé dans les semaines suivantes par la vitesse des réparations, le rythme des patrouilles et les images du terrain. Même une seule nuit de fluctuation dans l'alerte précoce sur la Crimée montre que la péninsule ne peut plus être considérée comme un arrière-pays sûr. Ce constat n'indique pas une frappe unique, mais un modèle de pression qui gagne en intensité. Si ce schéma se poursuit, la défense épuisera rapidement ses munitions coûteuses ou risque de laisser passer certaines approches. Les deux options servent l'objectif de pression. En résumé, nous avons assisté à une attaque qui a exploité le détail de la préparation, la fenêtre d'exécution et le rythme de sortie. Les bateaux de surface ont permis l'approche, les UAV bombardiers ont divisé les cibles. Le BK-16 a subi d'importants dégâts. Le trio Nebo SVU, Podlo K1 et 96 L6 a été neutralisé. La coupole et l'installation IEP ont été touchées. La défense a réagi avec des tirs intenses et une frappe de Su-30SM, mais la chaîne globale a été rompue. Dans le sud de la Crimée, ce scénario a produit une journée coûteuse et éprouvante. La minutie de la phase préparatoire a été le socle de cette attaque peu coûteuse mais difficile à arrêter. Le résultat n'a pas été déterminé par des chiffres instantanés, mais par la perception durable que la région reste sous menace constante.